Alors, on se retrouve donc pour cette deuxième partie. On va parler de l'antidote, du pouvoir de l'antidote. Et là, c'est vraiment, je pense, on va voir une partie de l'antidote qui va être quelque chose qu'on pratique toutes et tous. Et puis, il y a vraiment aussi la proposition bouddhiste de dépasser un petit peu cette dualité entre le bien et le mal, entre une habitude dont on voudrait se soustraire et puis son antidote, son opposé, d'aller au-delà de cette dichotomie, ce qui est important. Donc, je vais revenir à Jean Valjean, parce que c'est pas mal de raisonner par exemple. Hein. Alors, certainement que l'exemple de Jean Valjean est un peu extrême. Il porte des mots qui sont un petit peu durs. Euh, Quand j'ai dit qu'il y a certains livres ou certains films qui montrent bien ces quatre pouvoirs d'opposition, ça ne veut pas dire qu'ils le montrent de manière parfaite non plus. Ce qui est beau dans le texte de Victor Hugo, c'est le lyrisme, les mots, la description, en tout cas, de ces émotions est assez bien faite, mais c'est pas, je trouve, exempt non plus de défauts, parce qu'il y a une forme de violence un petit peu parfois. Mais en tout cas, ça sert comme base pour essayer de parler de ce deuxième pouvoir qui est le pouvoir de l'antidote. Et qui succède au pouvoir du regret, parce que tant qu'on n'a pas l'impression qu'il y a la présence en nous d'un poison, pour prendre l'exemple d'un poison, on ne va pas apprendre l'antidote. Et on a vu que ce pouvoir du regret, c'est de transformer notre perception jusqu'à ce qu'on perçoive que cette habitude, elle est vraiment empoisonnante, elle est vraiment problématique, elle est vraiment en nous comme un poison. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faille se battre contre elle, la prendre comme un ennemi et avoir de l'aversion pour elle, mais simplement reconnaître la présence d'un poison. Et dans ce deuxième pouvoir de l'antidote, c'est quel rapport on a avec ce poison. Est-ce que le poison, c'est nous? Est-ce que nous avons un poison à l'intérieur de nous ou est-ce que c'est nous qui sommes empoisonnés? Parce que dans le cas du remords, il est vrai que nous percevons comme un poison, mais nous avons l'impression que c'est nous le poison. Nous avons l'impression d'être de l'arsenic. Et l'arsenic peut jamais devenir quelque chose qui n'est pas un poison, à moins de le prendre en homéopathie, je ne sais pas si ça existe, mais ça ne devient plus un poison. Mais l'arsenic est un poison. Si on a l'impression que nous sommes empoisonnés, que notre nature est d'être empoisonnée, ça va être aussi très invalidant. Donc juste pour débuter, quelques petites citations de Victor Hugo. Au moment où il s'écria « Je suis un misérable », il venait de s'apercevoir tel qu'il était, et il était déjà à ce point séparé de lui-même qu'il lui semblait qu'il n'était plus qu'un fantôme, et qu'il avait là, devant lui, en chair et en os, le bâton à la main, la blouse sur les reins, son sac rempli d'objets volés sur le dos, avec son visage résolu et morne, avec sa pensée pleine de projets abominables, le hideux galérien Jean Valjean. L'excès du malheur, nous l'avons remarqué, l'avait fait en quelque sorte visionnaire. Ce fut donc comme une vision. Il vit véritablement ce Jean Valjean, cette face sinistre devant lui. Il fut presque au moment de se demander qui était cet homme, et il en eut horreur. Son cerveau était dans un de ces moments violents et pourtant affreusement calmes, où la rêverie est si profonde qu'elle absorbe la réalité. On ne voit plus les objets qu'on a devant soi, et l'on voit comme en dehors de soi les figures qu'on a dans l'esprit. Il se contempla donc, pour ainsi dire, face à face, et, en même temps, à travers cette hallucination, il voyait dans une profondeur mystérieuse une sorte de lumière qu'il prit d'abord pour un flambeau. Et dans ce deuxième pouvoir de l'antidote, c'est vraiment la présence de la lumière, c'est vraiment la présence de l'opposé, de la sortie de l'habitude, du dépassement de l'habitude.
il est difficile de penser qu'on puisse avoir une transformation si on est simplement focalisé sur les problèmes de quelque chose. Il faut qu'il y ait à la fois les problèmes et la solution. Et si, à notre esprit, la solution est totalement invisible, totalement bouchée, comment on peut avoir une résolution forte si on pense qu'il n'y a que le problème? Donc, dans ces 4 pouvoirs d'opposition, c'est également avoir un esprit suffisamment équilibré pour ne pas rester sur le problème. Parce que rester sur le problème, on ne le fait uniquement que pour transformer notre perception de cette habitude. Mais une fois qu'on a perçu cette habitude comme étant non constructive, si on continue à faire ça sans changer nos habitudes, sans passer à l'action, sans appliquer l'antidote, alors ça ne fonctionne plus. Alors on peut développer cette forme de remords, cette culpabilité. Et d'ailleurs, beaucoup des médicaments sont des antidotes, mais peuvent devenir des poisons. Et le pouvoir du regret est un antidote lui-même. Parce qu'il fonctionne déjà d'une certaine manière à nous pousser à la transformation, mais si on en abuse, on tombe dans le remords et la culpabilité. Donc ce premier pouvoir, c'est le pouvoir du regret, de nous faire prendre conscience de la présence d'un poison. Et je le dis sans haine de soi, sans rejet. Simplement, il y a la présence d'une habitude qui est toxique. Et je rappelle, parce que je pense que c'est un point qui est suffisamment important pour le rappeler plusieurs fois, c'est pas parce qu'on a ces 4 pouvoirs d'opposition dans cet ordre que pour chaque individu, il faille commencer par le regret, par exemple. Parce qu'une personne qui a une forte haine de soi, un fort sens de la culpabilité, si on l'assène, on lui assène à l'esprit les problèmes qui est liés à son comportement, ça va augmenter sa culpabilité. Et ça va nuire à la fonctionnalité de ces 4 pouvoirs d'opposition. Donc pour une telle personne, il vaudrait mieux commencer par le second, celui qu'on va voir à présent. Donc est-ce que le pouvoir de l'antidote, c'est l'opposé de notre habitude? Est-ce que c'est l'opposé de notre habitude? euh, Prenons un exemple. Prenons un exemple. Par exemple, j'ai été piqué par une vipère. Ma jambe est toute endolorie. Elle est gonflée. Est-ce que l'antidote, c'est d'avoir une jambe totalement normale qui fonctionne comme d'habitude? Non, l'antidote, c'est ce qui va diminuer l'effet du poison dans la jambe. Parce qu'il ne faut pas penser que l'antidote et la résolution sont identiques. Parce que avant de pouvoir courir à nouveau et d'avoir une condition physique totalement saine, il faut déjà enlever le poison. Même si cette analogie du poison, je ne veux pas donner l'impression qu'elle justifie une forme de mal en nous. Ce n'est pas du tout ça. Hein. On emploie le poison dans le bouddhisme avec cette vision très neutre. Simplement, voilà, c'est poison parce que ça fonctionne à polluer mon corps ou mon esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est en mal, ce n'est pas quelque chose qui me définit. Donc, entre l'opposé de cette jambe empoisonnée, c'est pas de courir et de gambader à nouveau. C'est ce produit chimique qui va désactiver le poison. Et ça, pour bien voir la différence qui existe entre la résolution et l'antidote. La résolution, c'est, dans l'exemple de la colère, c'est d'appeler la personne et de s'excuser, par exemple. L'antidote, c'est de désactiver la colère. On voit que l'antidote comme une étape intermédiaire, finalement, entre le regret et
la résolution? Comment on peut passer de la colère à appeler quelqu'un et s'excuser s'il n'y a pas eu la désactivation de la colère en nous? Ah oui, première étape, bah, on voit que la colère, elle n'est pas positive. On réfléchit à notre comportement et on se dit, on développe ce premier pouvoir du regret. On se dit: «Non, non, mais là, sur le moment, j'ai cru que ça me faisait du bien, que fallait vraiment que je lui dise ces 4 vérités, mais en fait, je me rends compte que non, c'est ça a pas été bon, il est encore plus en colère, moi, je sens que ça a pas du tout calmé ma colère. Sur le moment, oui, ça m'a peut-être calmé un peu, mais ça perpétue en moi cette colère. Quand je suis en colère, en plus, je me sens pas très bien, je suis pas très heureux, on peut pas être heureux et en colère. Mon esprit est complètement éparpillé, je me sens pas bien dans mon corps. Ça, c'est vraiment le pouvoir du regret. Ce qu'on a vu, c'est de voir tous les problèmes qui sont liés à certaines de nos émotions. Pouvoir de la colère, je perds complètement le contrôle de moi, je suis pas en maîtrise de mes émotions. Quand je suis en contact avec les autres, je dis des choses que je regrette. Ça, c'est le pouvoir de la colère. Mais immédiatement, on ne va pas commencer à s'excuser si on n'a pas désactivé la colère. Sinon, cette excuse, on peut le faire, hein, ça peut avoir une fonction, ce n'est pas nécessairement vain, mais ce sera une excuse qu'on dit un peu plate, un peu désincarnée. Ça va juste être des mots. Mais si on comprend vraiment le problème lié avec cette colère, l'excuse va être euh, beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique. Et d'ailleurs, un bon moyen de s'excuser de quelque chose, c'est pas de dire j'ai fait ça, c'est de reconnaître à quel point pour soi et pour les autres, ce qu'on a fait était non constructif. Je pense que quand on va vers quelqu'un et on dit écoute, je sais que ça t'a blessé, je suis vraiment conscient des problèmes qui ont été générés par mon comportement, on dit même peut-être pas qu'on s'excuse et pourtant nos mots le portent, cette excuse. Parce qu'on reconnaît profondément les problèmes de quelque chose. S'excuser, c'est pas juste simplement dire les mots. Parfois, on le dit et la personne dit: «OK, bon, bah, j'accepte tes excuses». Mais vraiment une excuse profonde, c'est de reconnaître à quel point ce qu'on a fait a pu être destructeur et le dire et le témoigner. Une forme de confession, confession et excuse, ça peut être assez proche. Donc avant de passer à cette résolution d'aller voir la personne et puis de s'excuser, ben, il faut déjà, désactiver ce poison. Sinon, on va arriver devant elle et puis on peut penser qu'on a encore cette colère en nous. Donc l'antidote, c'est pas la résolution de ne plus faire quelque chose. Parce qu'on pourrait dire on pourrait dire l'antidote de la colère, c'est de ne plus de ne plus vouloir avoir de la colère pour quelqu'un. Si je suis en colère, l'antidote, c'est: «Ah, je veux plus être en colère contre elle». Non, l'antidote, c'est ce qui désactive en nous une habitude. Et c'est une force contraire authentique, on peut dire. Quand on dit pouvoir de l'antidote, c'est une force contraire authentique. Je préfère dire ça parce que ça porte plus. Il faut que ce soit vrai, que ce ne soit pas juste des mots. Elle est contraire parce qu'elle va vraiment à l'inverse de cette habitude. Et c'est une force parce qu'agissant comme une force, elle fonctionne comme une force. Elle a un pouvoir. Donc pouvoir de l'antidote, quand ce pouvoir de l'antidote est incomplet, qu'il est de mauvaise qualité, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on a ce regret, on a l'impression, par exemple, prenons cet exemple, je vis avec quelqu'un et je dis des choses blessantes.
je dis des choses blessantes, je le regrette, mais je ne le maîtrise pas vraiment. Et pendant des années, on a laissé faire, on n'a pas voulu reconnaître que c'était un problème, on a pris ça comme une réaction pour se sécuriser, de protection. Et puis on cultive un petit peu ce pouvoir de l'antidote, et puis on commence à se dire, mais c'est de pire en pire en plus. Je dis des choses de plus en plus blessantes, et cette partenaire, elle me répond de la même manière, et puis je vois que nos relations s'enveniment. Donc on développe le pouvoir du regret parce qu'on comprend que ces mots, précisément, et les émotions qui sous-tendent ces mots, provoquent beaucoup de problèmes. Et ça ne nous était pas vraiment apparu avant. On s'était dit que c'était pour nous protéger, que ça nous servait, mais on se rend compte que ça perpétue quelque chose. Ça perpétue quelque chose et ça ne résout aucun problème à long terme. Et avec du temps, on commence à développer ce pouvoir du regret. Et le pouvoir de l'antidote, s'il n'a pas été activé, et mettons qu'il n'y ait que 3 pouvoirs d'opposition, le pouvoir du regret, le pouvoir de la fondation et le pouvoir de la résolution, et qu'il n'y ait pas de pouvoir d'antidote. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? On aurait toujours l'impression d'avoir une colère au fond de soi, profonde, qui est mauvaise, qui est de toute façon là, qui est à l'intérieur de nous, et on aurait un grand regret pour ces actions qu'on a pu faire sous le coup de la colère, et on aurait cette résolution de dire des paroles gentilles, mais il n'y aurait pas vraiment la désactivation, il y aurait toujours cette colère au fond de nous, toujours l'impression qu'on est très en colère, toujours cette appréhension de nous-mêmes comme possédant quelque chose de noir, de sombre, toujours la présence du poison finalement, toujours cette identification que nous sommes en colère, que cette colère me définit, que je suis ma colère. Dans les 4 pouvoirs d'opposition, l'antidote ici, il vient vraiment désactiver le poison. Il vient vraiment désactiver cette colère même à la racine, totalement. Pour faire que ces 4 pouvoirs d'opposition soient authentiques, il faut vraiment la désactiver, cette colère. Et il y a plusieurs méthodes pour désactiver cette colère, pour désactiver le poison de cette colère. Déjà, le regret qui va nous donner envie de faire quelque chose. Puis ensuite, c'est transformer notre perception, donc pratiquer la patience, de savoir que la personne en face de nous, quand elle est en colère, sur le moment, elle est tributaire de ses émotions perturbatrices, exactement comme moi je suis tributaire des miennes. Moi, quand je suis en face d'elle, les choses m'échappent. Elle, quand elle est en face de moi, les choses lui échappent. On ne contrôle rien. C'est pas qu'on est en train comme une partie d'échecs, on va se dire, moi je vais jouer cette pièce-là, je vais avancer ma reine, dans 4 coups je vais faire ça. Non, quand on est sous le coup de la colère, on ne maîtrise absolument rien. Nous sommes l'un et l'autre 2 personnes qui n'avons aucun espèce de contrôle sur le moment. Donc, si on justifie notre colère par le fait que, et c'est le cas d'ailleurs, on justifie notre colère très souvent parce qu'on estime que cette personne, elle aurait pu faire autrement. Ah oui, mais elle aurait pu beaucoup plus contrôler quand même. Elle aurait pu dire autre chose. Mais sur le moment, on réalise par nous-mêmes, par l'observation de notre propre comportement, qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc ça, je ne vais pas revenir vraiment sur les étapes de déconstruction de la colère, avant même de parler d'amour, avant même de parler de bienveillance. Déjà, déconstruire la colère, c'est inclus dans l'AMRIM, et il y a une journée sciences de l'esprit sur la médiathèque du centre Kalachakra, sur la colère par exemple, sur la désactivation de la colère. C'est vraiment appliquer l'antidote de la patience. Avant même de parler de la bienveillance, qui est l'opposé de la colère c'est souhaiter le mal, c'est vouloir blesser, heurter quelqu'un. La bienveillance, c'est de lui vouloir du bien. On ne passe pas de l'un à l'autre comme ça. Il faut déjà désactiver la colère, appliquer l'antidote. Et chacune de nos émotions perturbatrices identifiées, qui sont à la racine de certains de nos comportements, de nos habitudes, ont des antidotes. Et ça, c'est génial. C'est vraiment là, on a une petite
pharmacopée de poche disponible dans les enseignements bouddhistes, c'est que tous nos comportements physiques et verbaux sont motivés par des émotions perturbatrices et elles ont tout un antidote. C'est comme si on a une petite boîte avec plein de fioles d'homéopathie et on part en voyage avec ça et ça vaut pour tous les maux qu'on a. Ben là, on a la colère, ah bah tiens, d'abord, il y a la patience, puis la bienveillance. Antidote à l'attachement, l'antidote à l'attachement, à l'avidité qui surimpose des qualités exagérées sur l'objet, l'objet incroyable, ce film, cette statue, ce voyage, ce pays sont incroyables. Ben, l'antidote à ça, c'est de reconnaître qu'elles ont des défauts, voilà, de reconnaître que ben, c'est pas aussi bien que ça, que ces qualités, elles vont pas demeurer en plus. Ça, c'est un antidote aussi. L'antidote à la sagesse, c'est la connaissance. L'antidote à la fierté, c'est l'humilité. L'antidote à la jalousie, c'est la réjouissance. L'antidote, toutes ces émotions, on a un antidote. Donc là, c'est vraiment, une fois qu'on a reconnu les problèmes liés à un comportement, une habitude, ce qui n'est pas quelque chose de simple, encore une fois, ça peut prendre du temps. La deuxième étape, c'est de désactiver cette chose-là, de la désactiver. Et la désactiver sans utiliser de culpabilité, sans utiliser de remords. Et bien évidemment que cette culpabilité, ce remords seront présents à un moment ou à un autre, parce que c'est des émotions qui sont assez communes, mais on va le désactiver, ça. Donc dans les textes, une manière de pratiquer cet antidote, c'est trouver l'opposé de cette émotion qui est responsable de mon habitude. Si j'ai une addiction au popcorn, ben, c'est de voir les problèmes qui sont liés à cette avidité de popcorn et puis commencer à dire ben, les popcorn, c'est pas si bien de l'addiction au popcorn. Bon, c'est peut-être pas un super exemple, ça, mais euh, c'est pour pas avoir de prendre d'exemples qui soient trop difficiles. L'addiction aux jeux, par exemple, aux jeux vidéo. Première étape, c'est de reconnaître tous les problèmes qui sont liés avec cette addiction. Je ne parle pas des jeux vidéo, hein. Il faut reconnaître la différence entre les jeux vidéo eux-mêmes et l'addiction aux jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo, c'est de perdre contact avec le tissu social, de ne plus avoir envie de manger. Quand on est séparé de cette chose-là, il y a une souffrance intérieure qui se crée. C'est ça une addiction, hein. C'est quelque chose qui, lorsqu'on en est séparé, provoque une forme de déplaisir, de mécontentement. Donc, c'est de reconnaître ça dans le pouvoir du regret, et puis ensuite de développer l'antidote. L'antidote à l'addiction, l'antidote à l'attachement, ben, c'est un peu, pour le coup, là, assez proche de ce regret, c'est de voir les défauts de cette chose-là. L'antidote à la colère, c'est la bienveillance et la patience. Ça, c'est des antidotes qui valent pour chacune de ces émotions. Mais il y a aussi une forme d'antidote qui vaut pour toutes les perturbations mentales. Mais avant de la mentionner, je vais mentionner un petit peu les différentes méthodes qui sont données dans les textes pour appliquer ce pouvoir de l'antidote. Il y a ce qu'on vient de voir, il y a réciter des textes, lire des sutras, faire des tsatsas, par exemple, des petites statues. Alors, ça fonctionne comme un antidote et je pense que c'est très malin de le, de le définir comme ça, parce que quand on lit des sutras sur des êtres et qu'on est inspiré par leurs actions, quand on lit la bienveillance qu'avaient les Bouddhas ou les disciples du Bouddha ou les laïcs, il y a beaucoup de sutras qui montrent la générosité, la patience, toutes les qualités d'âme des marchands aussi qui entouraient Bouddha à son époque. Eh ben, on est inspiré. Et quand on est inspiré, ça fonctionne déjà comme l'opposé
de ce poison qui pourrait être présent en nous. L'inspiration. Donc, c'est une indication qu'il n'y a comme antidote pas nécessairement ce qui est en lien avec la méditation, lire quelque chose, écouter, même faire une activité de dessiner des Bouddhas, par exemple, ou des êtres qui sont inspirants, ça participe de ce pouvoir de l'antidote. Mais le plus profond, c'est la compréhension de la nature de la réalité, la compréhension de la nature de l'esprit. Et là, ça nécessite qu'on s'y arrête un petit peu parce que je pense que c'est vraiment là euh, très propre à la philosophie bouddhiste, ça, cette, euh, cette idée de désactiver jusqu'à la racine totalement ce poison. Et on va parler de l'auto-identification. L'auto-identification. Un des sous-produits du pouvoir du regret, quand on développe du regret pour quelque chose, c'est qu'on finit par s'habituer à l'idée « je suis en colère ». Quand on a du remords, ça c'est très évident qu'on est très identifié à cette colère. On se dit « moi je suis comme ça, de toute façon je suis comme ça ». Mais même quand on n'a pas vraiment une grande haine de soi, il est très possible qu'en pratiquant ce premier pouvoir d'opposition, pouvoir du regret, on finisse par se dire « oh, mais il y a toute cette colère en moi, il y a toute cette colère en moi, il y a toute cette habitude, je suis complètement addict, je suis complètement, je suis complètement une identification de nous-mêmes avec nos propres perturbations. » C'est comme si on avait un contenant liquide qui est totalement invisible, et avec le pouvoir du regret, on va le rendre visible. Et il y a une partie de ce contenant qui va nous servir, mais il y a une partie du liquide qui est toxique aussi à l'intérieur de ça. Et la partie qui est toxique, c'est celle qu'on va enlever avec le pouvoir de l'antidote. C'est qu'on va désactiver ces perturbations mentales à la racine. Parce que tant qu'on est identifié à nos propres émotions, tant qu'on se répète à nous-mêmes « je suis comme ça », alors quand la situation va se retrouver, on aura nourri notre conviction qu'on est comme ça par une grande habitude, et bien évidemment que les choses vont se répéter, parce qu'on est comme ça. Il ne peut pas y avoir d'espoir d'autre chose si on s'identifie totalement à cette émotion, à cette habitude. Moi, je suis quelqu'un qui consomme des drogues. Moi, je suis quelqu'un qui suis addict. Donc, quand on active ce pouvoir du regret de manière trop déséquilibrée par rapport aux autres pouvoirs, là, c'est vraiment une indication pratique, on développe cette très forte identification qui est un obstacle majeur, qui est un obstacle majeur. Parce que si à l'inverse, et c'est ce qui arrive quand on médite correctement sur ce pouvoir de l'antidote, on finit par voir cette perturbation mentale comme totalement passagère. Non seulement comme totalement passagère, mais totalement adventice. Adventice en ce sens qu'elle n'est pas du tout dans ma nature. Elle vient parce que mes habitudes, mon environnement, mon manque de concentration, mais cette émotion perturbatrice, elle ne me définit pas, elle n'est pas moi. Et quand on commence à observer le moi sans ces émotions perturbatrices, on commence à se désidentifier d'avec elles. Et avec de la répétition, on commence à se dire « Oh, mais je suis complètement vide de ça. Je suis complètement vide de cette émotion, de cette habitude. » Et quand on pense qu'on est vide, pas qu'on pense, qu'on reconnaît, c'est pas
c'est pas une méthode couée, hein, c'est on reconnaît avec validité qu'on est vide de cette chose-là. Alors évidemment qu'on va faire quelque chose pour le dépasser, parce qu'on sait qu'on en est vide de cette chose. C'est un petit peu complexe, mais ça nous montre que plus on est identifié à nos émotions, plus ces émotions se répètent, en bien comme en mauvais d'ailleurs, hein. Donc la première méthode de l'antidote, ce serait à la colère, apposer la bienveillance et la patience. Mais le bouddhisme, il propose un type d'antidote qui est beaucoup plus profond. C'est de se dire, mais de regarder en nous et de se dire, mais est-ce que je suis cette émotion ou est-ce que cette émotion, elle vient et elle part et qu'il reste quand même ce moi qui est là, mais sans elle. Ça peut sembler un détail, mais ce détail répété dans la méditation a euh, des conséquences très, très, très profondes. C'est pour ça que cette méditation qu'on a faite sur la nature de l'esprit, où on observe nos perturbations mentales et leur absence, ça participe à nous désassocier, dissocier de ces émotions. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas du tout responsabilité, non, c'est pas de ça, mais on arrête de se fusionner avec elles. Et là, c'est vraiment, vraiment l'antidote. Quand cette méditation est conduite correctement, c'est euh, plusieurs méditations, hein, ce n'est pas nécessairement en une seule session, on observe la nature de l'esprit, on observe qu'il y a des moments où je suis totalement sans colère, ce qui vient totalement contredire cette impression que j'avais de moi-même, d'être quelqu'un en colère. Oh, j'observe à l'intérieur de moi qu'il n'y a aucune colère, que je ne suis pas ma colère. Et là, c'est par répétition qu'on le fait, méditation, répétition, familiarisation. Et on arrive à se dire, waouh, en fait, je me rends compte que le problème, c'est autant la colère que de m'associer à elle. C'est autant la colère que de penser que cette colère, elle me définit. Et ça, c'est une émotion perturbatrice, qui a un nom complètement barbare, je vais pas la donner, mais c'est une émotion perturbatrice qui nous identifie, qui nous pousse à nous identifier avec nos émotions, qui nous pousse à nous dire « Ah, je suis ça ». Ah, mais moi, je ne vais pas méditer parce que de toute façon, je suis très distrait. Ah ben ça, le fait de se le répéter, c'est l'obstacle principal, sans doute. De s'identifier et de penser que nous sommes comme ça et que nous ne pouvons pas le dépasser. Donc, deux types d'antidotes. Le premier, assez global, et le second, euh, antidote à toutes les perturbations mentales, c'est de se désidentifier d'avec elles, de voir que nous ne sommes pas elles. Nous ne sommes pas nos émotions perturbatrices. Ok, on peut prendre quelques minutes. Vous pouvez prendre une position de méditation, puis réfléchir un petit peu à ça. Comment s'articulent ces deux pouvoirs d'opposition? Le premier du regret, le deuxième de l'antidote. Et trouvez si pour une de vos habitudes, celle que vous voudriez peut-être vouloir dépasser, vous avez un petit peu généré ce pouvoir du regret. Et deuxièmement, est-ce que vous avez l'impression que cette habitude vous identifie, vous caractérise? Quel est vous? Je suis comme ça, c'est mon habitude.
Ok. Donc, on peut prendre un exemple pour poursuivre. Voilà, j'ai une montre ici. Prendre l'attachement pour technologie, par exemple. Attachement pour le téléphone, les montres. Si c'est vraiment quelque chose qui m'aliène et je commence à percevoir à travers le pouvoir du regret, le pouvoir de l'observation des fautes que waouh, je paie quand même un lourd tribut à cette addiction. Ça m'apparaissait pas vraiment parce que je pensais que posséder ces choses-là, c'est ce qui allait me faire du bien, mais je me rends compte que non, ça coince, ça perpétue en moi, je suis insatiable en plus. Insatiable, c'est un problème. C'est que j'en veux toujours plus et que ça s'arrête où? Où est-ce que ça s'arrête? Si j'ai sans arrêt besoin de quelque chose, c'est pas satisfaisant parce que le contentement, c'est de plus avoir besoin de choses, d'être bien avec ce qu'on a aussi. Donc, à travers le pouvoir de du regret, je commence à me dire: «Ouais, il y a un gros problème». Mais j'ai là toujours l'impression quand même, après le pouvoir du regret, que, c'est vrai, ça me fait plein de mauvaises choses ça. C'est le rapport que j'ai avec cet objet, il m'apporte, beaucoup de problèmes, mais l'objet, il est quand même encore incroyable. Il est encore incroyable. Donc la résolution va pas être très forte si j'ai pas désactivé le incroyable de cet objet, par exemple. Dans le premier, on voit qu'il y a des problèmes à avoir cette addiction. Dans le deuxième pouvoir de l'antidote, on désactive à la fois l'objet et à la fois, mon attachement, parce que si je désactive l'objet, je désactive l'attachement. Comment je fais? À travers la méditation et cette méditation, ces petites instructions qui sont données, qui fonctionnent pour un objet, elles fonctionnent également pour l'attachement au corps, par exemple. L'avidité qu'on a pour le corps, qui peut nous tendre, qui peut être assez préoccupant. Ben, on regarde l'objet, on se dit, bon, l'objet, il est fait de milliers de particules électroniques qui ont tous une durée de vie limitée et qui, mis bout à bout, il n'y en a aucune qui soit vraiment aussi bien que l'objet lui-même. C'est vrai, hein. Si je prends une micro-puce, un tout petit morceau de cristaux liquides et que je les mets sur une table, je vais les regarder, ça ne va pas être aussi excitant que le rapport que j'ai avec cet objet. Et je vais déconstruire l'objet en multiples parties. Toutes ces parties, aucune d'elles n'est vraiment aussi excitante que l'objet. Donc, je vais commencer à me dire, mais c'est un petit peu comme de regarder une décharge, par exemple. Une décharge qui est remplie de poubelles, toutes les poubelles sont quand même pas très attirantes. Comment je vais pouvoir trouver la décharge belle? Chaque poubelle par elle-même, elle n'est pas satisfaisante, elle n'est pas belle. Comment ça se fait que je trouve un tas de choses qui ne sont pas attractives, attractifs? Comment, si toutes les parties de cette chose-là, aucune d'elles n'est vraiment par elle-même attractive, comment ça se fait que je trouve ça attractif? Eh bien, on le trouve attractif parce qu'on le projette. Ça ne vient pas du tout côté de l'objet, ça ne vient pas du tout du côté de cette montre, l'attractivité. Elle vient parce que je la projette. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mon esprit qui va percevoir, envoyer des qualités sur l'objet qu'elle ne possède pas vraiment, cette montre. Cette montre ne possède pas les qualités comme je l'ai. Et quand on voit que les qualités de cette montre, elles sont projetées, on commence à se dire, waouh, mais je pensais qu'elles étaient du côté de l'objet, ces qualités. Ça veut dire qu'en fait, cet objet, il est un petit peu comme cette décharge. Il est fait de plein de choses qui ne sont pas du tout attractives en elle, mais que je perçois comme étant attractives simplement parce que je les projette. Donc, c'est un petit peu équivalent entre regarder cette montre et regarder une décharge en face de moi. Pourquoi je suis attiré par ça? Je n'étais attiré par ces choses que parce que je les projetais, parce que je pensais qu'elles existaient là, en face de moi. Or, elles existent simplement parce qu'elles sont projetées par mon esprit. Oh. Et là, c'est un exemple de désactivation totale du rapport que j'ai avec cet objet. Je ne peux plus être attaché à lui parce que je me dis, mais en fait, ok, d'accord, François, c'est projeté tout ça, c'est dans ta tête. L'objet en face de lui, mets-toi en face de lui, mets-toi en face de ce qu'il est vraiment, et tu vois qu'il est impermanent, composé de choses qui sont passagères,
les composants électroniques vont rouiller, elle va tomber par terre ou être écrasée par un bus. Elle ne veut pas être aussi belle, ta montre. Elle n'est pas éternelle, elle n'est pas comme tu te la figures, cette montre. Et quand on découvre simplement la nature de la montre comme elle est, pas comme on l'a projetée, pas comme on l'a rêvée, comme on l'a idéalisée, ben on n'a plus de socle, de fondation pour justifier l'attachement et l'avidité qu'on a pour elle. Et on se dit, ok, bon allez, c'est bien, elle tombe en panne, je suis ok avec ça. Elle est écrasée, de toute façon, c'est sa nature, c'est une montre. Dans 10 ans, elle sera déjà plus à la mode, la pile va fondre. Ok. Et on désactive l'attachement, l'avidité à la base. On la désactive totalement. Donc ça, c'est du côté de l'objet. Et puis maintenant que on voit que cet objet, il n'est pas attractif par lui-même, mais simplement par projection, on se dit, mais moi-même, je ne suis pas non plus, je ne suis pas addict. Il n'y a pas quelque chose qui est addict en moi, parce que simplement en désactivant et en méditant un peu là-dessus, j'arrive à observer mon esprit qui est complètement vide de cet attachement. J'arrive à retrouver la connaissance, la conscience que je peux être autre chose que cet attachement. L'espoir, on peut dire. L'espoir que je ne suis pas uniquement ça. Et quand j'observe mon esprit qui est complètement vide de l'attachement pour cette chose, je me dis, ok, je peux en être complètement libre. J'en suis complètement libre d'ailleurs. Et c'est ce qui est indiqué par reconnaître l'antidote comme étant la conviction dans la pureté de l'esprit. L'esprit qui est complètement vide de ces émotions perturbatrices, elles vont, elles viennent, c'est tout. Et il y a cette phrase de Langxi Daolong, qui est dans la tradition chinoise cette fois-ci, qui dit « Avec la lumière de la sagesse, l'obscurité de la méconnaissance et des perturbations mentales n'ont pas besoin de s'en aller pour s'en être allées. Elles n'ont pas besoin de s'en aller pour s'en être allées. » Je la redonne. Avec la lumière de la sagesse, l'obscurité de la méconnaissance et des perturbations mentales n'ont pas besoin de s'en aller pour s'en être allées. Et ça, c'est extraordinairement profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas besoin de tirer quelque chose de notre esprit, il n'y a pas cette colère en moi à extirper. Ce n'est pas ça le processus de transformation des habitudes. C'est simplement de reconnaître que ces habitudes, quand on les regarde avec l'œil de la sagesse, elles disparaissent. On n'a pas besoin de les faire s'en aller pour qu'elles s'en aillent, simplement de regarder comme elles sont. Si bien que ce pouvoir de l'antidote est pas du tout, il vient briser cette vue manichéenne qu'on a qu'il faille apposer quelque chose de bon sur quelque chose de mauvais. Deux termes qu'on emploie très peu dans le bouddhisme, bon et mauvais. Non, en fait, c'est de reconnaître que ces choses-là, par essence, elles n'ont aucune espèce d'existence intrinsèque, pas du tout comme elles apparaissent en réalité. Et que moi, personne, moi François, je pensais avoir ces habitudes-là et je m'identifiais totalement à elles. Et non seulement je me rends compte que ça participe de perpétuer ces habitudes que de penser que je suis unifié à elles, mais en plus je peux complètement les dépasser. Je peux m'observer moi totalement vide de ces émotions perturbatrices. Il s'agit seulement d'y passer un peu de temps, avoir un petit peu de calme mental. Et l'antidote ultime, ici, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, c'est de reconnaître l'extraordinaire potentiel de notre esprit. Qu'en fait, c'est qu'un jeu de remplacement d'émotions par d'autres. Mais aucune de ces émotions, et encore moins celles qui sont perturbatrices, ne me définit vraiment. Et de la même manière que ce premier pouvoir du regret doit être authentique, le second doit être authentique aussi. Il faut vraiment arriver à cette conclusion clairement en se disant « Waouh ! Il y a en moi cet esprit qui est totalement vide d'être par essence teinté par ces émotions perturbatrices, ces habitudes, ces schémas, ces choses que je répète. » Les neurosciences diront que l'esprit est plastique,
qu'on peut créer de nouvelles connexions mentales, mais le bouddhisme le dira la même chose de manière différente, qu'on peut remplacer une émotion par une autre et qu'au final, on regarde à l'intérieur de nous-mêmes et on ne voit pas cette noirceur comme elle apparaît quand on a du regret, de la culpabilité. Quand on a, pardon, de la culpabilité et du remords. Parce que ce remords, on voit qu'il ne nous sert pas, cette culpabilité, parce qu'il projette, il projette, il projette. Il projette un moi qui est totalement unifié avec cette habitude. Et si les deux sont unifiés, on ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Si moi je suis unifié avec cette émotion perturbatrice, je ne peux pas mettre l'une sans l'autre. Et le remords et la culpabilité, c'est d'avoir l'impression que nous sommes ça. Et on peut se mesurer la tristesse, le désarroi de penser « je suis comme ça, je suis mon émotion, je suis mon habitude oh ». On peut ouvrir à la compassion facilement quand on voit et on se met dans les baskets de quelqu'un qui s'identifie totalement à ça. Quand on sait qu'en plus c'est complètement une projection mentale, que non, tu n'es pas ça. Et de se dire de cette personne, waouh, c'est triste de voir des personnes qui ne reconnaissent pas ce potentiel, qui s'unifient totalement à ça. Parce que c'est passer à côté d'un potentiel. Un potentiel, il n'est pas, il est pas, on ne tire pas on tire pas profit de ce potentiel si on ne fait rien. Un potentiel, il est simplement à l'état de potentiel. C'est qu'est-ce qu'on va en faire qui est important. Et quand on voit qu'on peut avoir cette unification de nos émotions et nos habitudes avec nous-mêmes, on passe à côté de ce potentiel. On passe à côté de cette extraordinaire faculté que nous possédons. Donc ce pouvoir de l'antidote, c'est vraiment ce qui va venir entre... Moi, je suis assez pour cette présentation des 4 pouvoirs d'opposition dans cet ordre, de ne pas mettre le regret avant la résolution et l'antidote après la résolution. Parce que je pense que quand on a désactivé la colère en nous, totalement, qu'on a développé quand même ce regret, alors la résolution, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique. Alors vous allez peut-être pouvoir me poser la question, mais ça semble un petit peu aller dans 2 directions différentes. Dans le premier, on se dit « Ah, il y a cette émotion perturbatrice en moi », et dans la deuxième, on se dit « Elle n'est pas en moi ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, là, il faut savoir unifier les deux, savoir unifier ce qu'on appelle le conventionnel et l'ultime, on peut dire. C'est-à-dire, oui, il y a ces comportements, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en moi, mais si je tombe dans l'extrême en disant que ce comportement n'existe pas, je ne vais pas avoir ce pouvoir du regret, et si je n'ai pas de pouvoir du regret, je ne vais pas avoir le pouvoir de l'antidote. Si on n'est pas conscient de la maladie, on ne va pas prendre de médicaments. Donc, il faut avoir conscience qu'il y a ces choses qui apparaissent par des causes et des conditions, ces comportements, ces habitudes. Donc, il faut savoir les reconnaître, mais il ne faut pas s'identifier à elles. Et c'est en ça qu'on arrive à allier ces 2 pouvoirs d'opposition que sont le pouvoir du regret et le pouvoir de l'antidote. Savoir les équilibrer en nous. Parce que dans un premier temps, il arrive souvent qu'on ait le pouvoir du regret qui nous fasse penser il y a ces choses en moi. Donc là, le pouvoir du regret est beaucoup plus fort que le pouvoir de l'antidote, il n'y a pas d'équilibre. Et le pouvoir de l'antidote peut être beaucoup plus fort que le pouvoir du regret, extrêmement fort, tomber dans l'extrême en disant ok, il n'y a pas de colère en moi, qu'est-ce que tu dis ah. Et puis on a l'impression, on crie sur les autres en disant non, non, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. Tout ça, c'est des projections de l'esprit. Ça, c'est une vue extrême aussi. Donc, il faut savoir
équilibrer ces deux facteurs. À la fois reconnaître qu'il y a ces choses qui apparaissent, ces habitudes, et la deuxième chose, ne pas s'identifier, et en plus de ne pas s'identifier, reconnaître que ces choses-là ne nous définissent pas. Et ça semble très souvent aller dans deux directions opposées, contradictoires, mais ça ne l'est pas. Et c'est vraiment une gymnastique, on peut dire. Et la gymnastique, c'est la suivante, c'est de savoir développer du regret sans tomber dans le remords. Savoir développer du regret sans tomber dans la culpabilité. Parce que tout n'est pas à jeter dans le regret. Il y a des regrets qui nous servent, et c'est celui-là qu'on veut garder. Il ne faut pas aller dans le regret qui conduit à l'identification, dans le regret qui conduit à ce que l'antidote soit impossible à appliquer. Parce qu'on ne peut pas appliquer l'antidote si on continue à s'identifier à ces émotions perturbatrices. Et quand on applique cet antidote et ce regret, on peut dire qu'on a fait une grande partie du chemin pour se libérer d'une habitude. Parce qu'on l'a invalidée, cette habitude, et en plus on reconnaît qu'elle a des problèmes. On a invalidé en nous notre pulsion à répéter cette habitude, et on invalide aussi les qualités de cette chose. Et si on le fait de manière authentique, évidemment, on va s'en séparer de cette chose-là. Alors la résolution, elle devient complètement de manière spontanée. Et on verra demain, d'ailleurs, pourquoi cette résolution, c'est un pouvoir, parce que ça pourrait être simplement le résultat des 3 ou des 2 premières. Une fois qu'on a fait les 2 premières avec qualité, on pourrait simplement avoir cette résolution qui vient et pof, c'est fini. Non, c'est un pouvoir, donc c'est un entraînement aussi, cette résolution. Et on va voir comment, et on va voir également le pouvoir de la fondation. C'est qu'il ne s'agit pas non plus de regarder uniquement les problèmes et d'appliquer l'antidote. Il faut savoir regarder dans une autre direction aussi pour appliquer correctement et transformer une habitude. Savoir réorienter nos priorités. Ça, c'est vraiment le sujet du pouvoir de la fondation. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, François, j'ai une petite question. Est-ce que les antidotes seraient équivalents aux 6 perfections? Oui, je pense, oui. On pourrait dire que les 6 perfections sont une manière de voir tous les antidotes, en fait. Parce qu'il est dit que quand on a accompli ces 6 perfections, on atteint la bouddhéité, donc on peut dire que c'est les 6 antidotes. C'est une manière de couper la tarte des antidotes, en fait. Et oui, on peut dire que c'en est une, ouais. Parce que quand on a la sagesse, la concentration, la générosité, la patience, l'effort joyeux, la discipline éthique, on peut dire qu'on a appliqué tous les antidotes possibles. Donc oui, tu as raison, oui. C'est pas c'est pas la manière de couper le gâteau comme c'est présenté dans le Lamrim, mais je pense que c'est concordant, c'est valide de les établir comme ça. Oui, Cyril. Oui, bonjour François, bonjour à tous. Bonjour. J'ai une question sur la pratique de Vajrasattva. Oui. Notamment dans la pratique, il y a le pouvoir de l'antidote. Et en fait, ça consiste donc à faire des visualisations de Vajrasattva et puis à réciter un mantra. Et en fait, enfin, quand j'ai fait la pratique, c'est vrai que je comprenais mal le fonctionnement de cet antidote. D'où mes deux questions. Est-ce qu'il est nécessaire de comprendre le fonctionnement d'un antidote pour qu'il soit efficace? Et ensuite, bah, comment fonctionne cet antidote? Parce que c'est vrai que ça reste encore un petit peu mystérieux pour moi. Voilà. Alors, il y a 2 types de pratiques de Vajrasattva, celle qu'on fait avant d'avoir reçu l'initiation, qu'on fait un petit peu en le répétant, et puis celle lorsqu'on a vraiment pris cette initiation tantrique. L'initiation tantrique présuppose une compréhension de la vacuité. Donc exactement ce qu'on est en train de dire. Compréhension des projections, compréhension de la surimposition mentale.
Dans la pratique de Vajrasattva, on pratique ces 4 pouvoirs d'opposition et on n'est pas obligé d'avoir nécessairement compris la nature de la vacuité pour que cette pratique soit efficace. Réciter des mantras, on l'a vu, c'est un des moyens de purifier, c'est un des moyens d'appliquer l'antidote. Lire des sutras, faire des tsatsas, lire des dharani, c'est des formes de formules, on peut dire, pas des formules magiques, hein, des formules. Réciter le mantra de Vajrasattva, c'est une forme d'antidote. Mais l'antidote, il est beaucoup plus profond si il est conjoint avec une compréhension vraiment de la nature de la réalité, de la nature de ce qu'on vient de voir. Alors, ta question, c'est est-ce qu'il faut que l'antidote soit compris pour que ce soit efficace? Est-ce que tu veux Et développer? je pensais par rapport au mantra, par exemple, donc réciter un mantra, en fait, j'ai du mal à voir en quoi ça va, par exemple, désactiver mon addiction. Enfin bon, c'est un peu mystérieux le fonctionnement. Et est-ce que suffit que je récite le mantra sans comprendre les mécanismes derrière qui font que ça fonctionne? Et puis déjà, et pourquoi ça fonctionne en fait? Pourquoi réciter un mantra permet de désactiver, par exemple, une émotion perturbatrice? Enfin, j'ai déjà posé la question à Elio, et il m'avait donné des éléments de réponse, mais ça reste toujours un petit peu. Moi, je pense que quand la compréhension de la pratique de Vajrasattva est profonde, c'est-à-dire qu'on Vajrasattva, il naît de la vacuité en plus. Il y a tout un processus où Vajrasattva, la déité, naît de la vacuité. Quand on comprend vraiment le sens de ce qu'on fait, je pense que la pratique est beaucoup plus profonde, beaucoup plus efficace. Maintenant, les mots eux-mêmes peuvent avoir un pouvoir, mais très honnêtement, je pense qu'il est beaucoup moindre, il est bien moindre que s'il est conjoint avec une compréhension profonde. Parce que sinon, euh, ce serait comment dire, contredire tout ce que j'ai dit depuis ce matin, finalement. Que simplement répéter des mots, ça pourrait se substituer à notre application des 2 premiers pouvoirs du regret et de l'antidote, qui nécessitent quelque chose de profond. Là, on voit que c'est une compréhension profonde des défauts d'une chose. Compréhension profonde des défauts d'une chose, compréhension profonde et désactivation de cette émotion perturbatrice en reconnaissant que l'objet est vide de la manière dont il m'apparaît, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus que de simplement répéter des mots. Mais ça ne veut pas dire que les mots eux-mêmes n'ont pas un petit peu de pouvoir, mais je pense que si on veut être honnête, il faut reconnaître que ces pouvoirs d'opposition, bien compris, euh, sur lesquels on va méditer encore et encore, le pouvoir est beaucoup plus puissant. Parce que si on dit à quelqu'un qui a une addiction au sucre, par exemple, répète le mantra de Vajrasattva, est-ce que ça va vraiment être efficace? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas ajouter quelque chose, qu'au moment où il va réciter, ça ne va pas construire une forme de micro-habitude, mais il vaudrait mieux penser aussi que si on veut être plus efficace et qu'on a la capacité de méditer, qu'on a du temps, on peut réfléchir, d'appliquer ces 2 premiers antidotes, c'est beaucoup plus profond. Et donc, justement, quel est le sens de réciter des mantras alors dans la pratique? Ben, c'est déjà de focaliser ton esprit, parce qu'on n'a pas parlé depuis ce matin, mais avoir un esprit concentré, ça aide aussi dans les 4 pouvoirs d'antidote. Hein. Avoir un Hmm. esprit concentré, te concentrer sur les choses que tu dis, de dire des choses dont tu sais qu'elles sont positives et de le verbaliser, ça crée une habitude dans l'esprit. Hein. On ne peut pas dire que c'est pas qu'il n'y a que la compréhension et si tu répètes les choses, c'est nécessairement vain. C'est pas du tout le cas. Hein. Il y a un effet. Hmm. Quand D'accord, ok. Ok, merci beaucoup. J'ai une question, François. Oui, Donc, on dit que, enfin, j'ai pu constater que des fois on est super calme et puis il va y avoir un événement qui va être déclencheur, qui va déclencher l'émotion. Et bon, avec la méditation, maintenant j'arrive à la percevoir, à la sentir. Mais il y a des moments où j'ai du mal à la gérer. Enfin, on a des fois du mal à la gérer. Et là, dans ce que tu viens de nous dire, finalement, l'émotion, enfin, elle nous appartient quand même si elle est générée par un élément extérieur, elle est quand même en nous, on la porte.
Et, et à partir de là, en fait, il ne faut pas qu'on la nie, il faut la reconnaître. Oui, Et ensuite, comment faire en sorte que cette colère ne devienne pas une habitude ou finalement ou légitime finalement. Parce que des fois, on a souvent tendance, face à un événement, de se dire ben oui, je suis en colère, c'est légitime, il s'est passé ça, 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 ça. Et finalement, toute la problématique, c'est justement comment arriver à se dissocier de cette émotion qui finalement peut être légitime, mais n'est pas forcément justifiée. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. oui. Je suis pas sûre. Alors, l'idée qu'elle est légitime, en tout cas, si on parle de l'hostilité, je préfère dire hostilité que colère, parce que colère, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose de bon dans la colère. L'hostilité, non. Vouloir du mal à quelqu'un, c'est jamais justifié. Ben là, moi, je l'ai brièvement mentionné là aujourd'hui, l'antidote à la colère. Mais si je peux t'indiquer d'aller voir du côté de sciences de l'esprit, et notamment en lien avec la colère, tu verras les étapes qui conduisent à la désactivation. Nous, on parle de l'antidote, on ne parle pas de l'antidote à chacune, comment faire pour chacune d'elles. On voit l'antidote de manière générale aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. l'idée que c'est justifié, c'est aussi un peu un piège. Hein. L'idée que c'est justifié notre hostilité. C'est justifié sur le moment, en tout cas, c'est de la manière dont ça nous apparaît, mais ce n'est pas nécessairement le cas quand on y réfléchit vraiment. D'ailleurs, quand on voit le mal que ça fait, les problèmes que ça génère, on se dit, c'est peut-être pas non plus très justifié, justement. Donc, je peux t'inviter à aller voir de ce côté-là si tu veux aller plus à fond dans la compréhension des mécanismes de la colère. Oui, alors, enfin, effectivement, pour comprendre notre émotion et de l'accepter et de se dire, et en même temps de se dire, mais c'est ma colère, mais je ne suis pas cette colère. Oui. Il faut passer par ces étapes aussi. Ah oui, et puis on voit que c'est délicat, c'est subtil. Parce qu'à la fois, c'est pas non plus de se dire cette chose n'existe pas, ma colère n'existe pas. L'extrême n'est pas non plus de se dire je suis totalement séparé de cette colère. Parce que, bon, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai aucune emprise sur elle, qu'elle n'est pas du tout liée à moi. Non, j'ai cette expérience d'être en colère aussi. En fait, on essaie de séparer ce qu'il y a de constructif dans la reconnaissance de la colère de ce qui est destructeur. Ce qui est destructeur, c'est cette identification que nous sommes totalement unifiés à elle. Ce qui est constructif, c'est bien de reconnaître qu'il y a un problème quand même. C'est bien de reconnaître qu'il y a la colère. Et c'est unifier les deux qui est nécessaire. C'est-à-dire pas tomber dans l'identification unifiée, pas tomber non plus dans la déresponsabilisation qui empêche le regret. C'est d'avoir ces deux équilibrés dans notre esprit.